Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette conférence de l'Observatoire, conférence du premier trimestre 2026, accompagné bien sûr et naturellement du professeur Michel Mouillard qui va nous éclairer de ses vues et de ses analyses sur le marché du financement du crédit immobilier. Je vais lui passer la parole assez vite parce qu'il a beaucoup de choses à nous dire. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était il y a 3 mois à peu près. On avait fait le constat d'une année 2025 qui avait été une année de prolongement de la reprise qu'on avait déjà un peu connue avant, et puis avec quelque part une forme de tassement de cette reprise sur la fin de l'année, avec des perspectives de légère remontée des taux qui avaient commencé à se produire et dont on s'attendait qu'elles se poursuivent sur l'année 2026. Et puis, début 2026, il s'est passé aussi d'autres choses dans notre environnement, contexte géopolitique. Voilà, vous suivez l'actualité aussi bien que nous. Tout ça est évidemment de nature à changer un petit peu le paysage, à changer un peu la façon dont le marché se comporte ou pas. Et c'est ça qui sera intéressant de regarder sur ce premier trimestre 2026 et de voir si ça modifie les perspectives qu'on avait tracées il y a 3 mois ou si ça les confirme. Voilà, donc c'est tout ça qu'on va essayer de regarder. Qu'en tout cas, le professeur Mouillard va vous éclairer sur ces différents points. Je vais lui passer la parole tout de suite. Merci Michel. Bonjour Jean-Marc, merci. Bien, bah voilà, nous allons aborder ces questions qui nous passionnent. Euh, dans un premier temps, comme à l'habitude, nous regarderons ce qui s'est passé au premier trimestre. Et puis, nous terminerons euh, sur après. Donc, pour reprendre la célèbre formule d'une journaliste d'une radio périphérique dans les années 60, Geneviève Tabouy, Geneviève Tabouy, oui, ça ne nous Je rajeunit pas ça reprendrai, Michel, mais je reprendrai le titre de ces chroniques, Les dernières nouvelles de demain. un beau programme, hein, un beau programme. Mais Et dans le après, justement, je vous interromps parce que j'ai oublié de dire quelque chose de fondamental, qui est que pour ceux qui sont en ligne, si vous avez des questions à poser, il y a le chat qui est déjà ouvert. Vous les posez, on verra si on peut y répondre au fil de l'eau, si on y répond à la fin, mais n'hésitez pas à poster vos questions dès maintenant. Voilà, merci. mais dans l'ensemble, la présentation, surtout pour le premier trimestre de cette année, euh, va être sous le signe de la recommandation de Christine Lagarde. Alors Christine Lagarde, quand elle était ministre de l'économie et des finances, avait eu à gérer la célèbre crise des subprimes. Elle avait fait cela de manière magistrale, hein. Et puis, euh, depuis qu'elle est présidente de la BCE, elle a eu à connaître quelques épisodes, dont euh, la fameuse pandémie. Et à cette occasion-là, elle avait rappelé le grand principe, qui est le grand principe, je crois, qui a euh, organisé son action depuis un grand nombre d'années, et que je vais résumer en la citant, ouvrez les guillemets, il faut apprendre à avancer à petits pas, virgule, dans le noir, fermez les guillemets. Et je crois que Pour pas se prendre le mur de face. c'est Voilà. bien cela que l'on va voir apparaître dans ce premier trimestre. Alors du côté des taux, tout d'abord, premier trimestre, 3,22%. Mais surtout, un mois de mars à 3,23%. 3,23%, c'est le même niveau que le niveau de février. Et ce qui est remarquable dans cette histoire-là, c'est que finalement, comme vous le disiez, Jean-Marc, nous avions vu les taux remonter, et puis à partir de septembre 2025, et puis les taux avaient poursuivi leur remontée janvier-février. 7 points de base au total. Mais en mars, le taux s'est stabilisé, 3,23%. Alors, il est clair qu'on ne s'attendait pas à cela. Au même titre, je crois, on va le dire parce que, faut l'avouer, on ne s'attendait pas à la guerre au Moyen-Orient.
Donc, perturbation, bien sûr, sur les marchés, perturbation dans l'ensemble de l'économie, et puis, comme on va le voir par la suite, des ménages qui avaient commencé un peu à traîner les pieds sur les marchés immobiliers, sur le marché des crédits, à partir de septembre-octobre 2025, qui là, véritablement, depuis le début de l'année, ont manifesté beaucoup de prudence. Et cette prudence s'est traduite par le fait que finalement les marchés ont été beaucoup moins actifs. Les établissements bancaires, évidemment, ont réagi à cela. Et là où ils avaient commencé à ajuster leur barème à la hausse pour se préparer à la suite de ce que tout le monde attendait, ils ont révisé leur copie et ils ont stabilisé les taux, revu leur barème et fait un peu plus que l'effort commercial saisonnier habituel. Voilà. Et cela, c'est, je crois, un des points importants de ce premier trimestre, mais qui va en appeler beaucoup d'autres. Alors, bien sûr, on avait vu à partir de juin 2025 au second semestre 2025 et sur les premiers mois de l'année 2026, les taux des produits phares remontaient. Bon, ce qui s'est passé à partir du 28 février a eu comme conséquence que ce mouvement s'est interrompu. Les taux des produits phares ont quand même repiqué du nez pour la plupart d'entre eux, et nous avons vu finalement, je vais dire, une relative stabilisation des taux. Alors, des taux à 25 ans, des taux à 20 ans, et même un recul de 5 points de base par rapport à décembre 2025, des prêts à 15 ans. Alors, c'est une évolution qui mérite d'être soulignée, tout simplement parce que dans le même temps, on s'est aperçu que si tous les types de prêts n'étaient pas traités de manière identique, parce que ce ne sont pas les mêmes types de clientèle, tous les marchés ne l'ont pas été. Globalement, si on regarde par rapport à juin 2025, nous avons une augmentation entre juin et mars 2026 de 18 points de base pour l'ensemble du marché. Sur le marché du neuf, serais-je tenté de dire, seulement 15 points de base. Parce qu'on a l'impression, on va le voir par la suite, que c'est un marché qui a eu quand même, qui a attiré toute l'attention des établissements distributeurs. Hein, dans le cadre de la mise en œuvre du plan de relance, sans aucun doute, dans le cadre du soutien de l'accession à la propriété, et puis aussi les tentatives, on va voir comment cela se soldera, de redynamisation de l'investissement locatif privé. Nous finissons donc en mars 2026, 3,20% sur le marché du neuf, c'est-à-dire un peu moins finalement que l'ensemble du marché. Du côté du marché de l'ancien, une augmentation un petit peu plus rapide sur un marché qui est un marché en convalescence, mais qui, on va le voir, n'a pas eu forcément ni les mêmes faveurs de la demande, ni les mêmes faveurs des établissements distributeurs. Et donc, nous finissons à 3,22% en mars, avec une augmentation de 16 points de base par rapport donc à juin 2025. Et le marché, qui est le marché finalement, sans surprise, qui a été le moins bien traité, c'est le marché des travaux d'amélioration entretien. On le voit bien dans l'évolution de l'activité de ce marché qui hésite, les différents soutiens publics
sont parfois déstabilisants pour la demande, pour les entreprises. Le changement de périmètre, de paramètres, de profil a comme conséquence, finalement, nous avons un marché avec une augmentation des taux par rapport à juin 2025 de 26 points de base. Et en mars, nous sommes à 3,29%. Donc on voit, tous les marchés ne se sont pas comportés, n'ont pas été traités de manière comparable. Bon, alors, dans le même temps... Et ceci étant, globalement, donc on a eu sur un an une hausse des taux, ouais, mais elle reste assez limitée à ouais, ce stade, 15 à 20 points de base suivant les marchés. Bon, c'est pas rien, mais non. c'est pas non plus complètement transformant par rapport au plan de financement des emprunteurs. C'est peut-être moins important que ce qui était craint par certains. Bien sûr, d'un autre côté, voyons aussi qu'un élément de référence, le taux de la BCE, Hmm. est resté stable durant toute Hmm. la période. Hmm. Voyons aussi, et nous allons en reparler par la suite, le coût des ressources d'épargne gérées par les établissements a vu son niveau baisser régulièrement depuis un an. Donc nous avons, serais-je tenté de dire, un panel de ressources dont les conditions ne se sont pas dégradées, au contraire, elles se sont même un peu améliorées pour la quasi-totalité des établissements. Alors, dans le même temps, nous avons cette évolution qui se poursuit, c'est l'allongement. L'allongement des durées des prêts octroyés. 252 mois, aussi bien en mars que sur le premier trimestre. Autant dire qu'on n'a jamais vu cela, hein, c'est clair. Et pour résumer, je prends cette comparaison. Au cours de l'année écoulée, la durée moyenne a cru de 6 mois. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Ça se comprend avec une accélération récente. Ça se comprend compte tenu de l'affaiblissement de la demande, de la nécessité de soutenir cette demande. Et ça permet en partie de faire face à l'allongement, enfin à l'augmentation des coûts des opérations réalisées, puisque que ce soit dans le neuf ou que ce soit dans l'ancien, nous avons des coûts qui ont continué à progresser de manière assez sensible au cours du premier trimestre, avec une conséquence, la capacité d'emprunt des ménages aurait pu être altérée beaucoup plus s'il n'y avait pas eu cet allongement des durées. Pour autant, soyons clairs, les annuités de remboursement, depuis un an, n'ont quasiment pas bougé, en dépit des mouvements de taux, en dépit des évolutions des durées des prêts accordés. C'est-à-dire que l'un est venu à peu près L'un compenser vient l'autre. à peu près Ça ne change compenser l'autre. pas globalement les plans de financement. Globalement, Ouais. globalement. Globalement, bien sûr. Au cas par cas, ça peut être évidemment différent. Mais Tout c'est-à-dire à que les fait. durées qu'on trouvait déjà hautes, et dont on Alors, sait que quelque part elles sont un peu plafonnées par les règles du HCSF, ont quand même encore un peu continué, plus qu'un peu, parce que 6 mois en un an, comme vous l'avez dit, c'est beaucoup, on continue à augmenter. sauf que cela tient largement à la transformation de la structure de la production. Hein. Un peu à l'allongement des durées des crédits eux-mêmes, mais surtout beaucoup la modification de la structure de la production. Hein. On avait craint à la fin de l'année 2025 que finalement le mouvement d'allongement des durées ne marque le pas. Et d'ailleurs, on l'avait résumé simplement en disant, quand on regarde les prêts de 25 ans à moins de 30 ans, ils représentaient un peu plus de 51% en 2024. Ils n'étaient plus que de 47%, un peu plus de 47% en 2025. Depuis le début de l'année, le poids de ces
prêts aux durées les plus longues s'est accru. On revient à 49%, et quand on regarde, effectivement, ce ne sont pas les mêmes ce ne sont pas seulement ces types de prêts qui sont concernés, ce sont aussi les prêts, dans une moindre mesure, de 20 à 25 ans. Voilà, donc nous avons cette modification de la structure de la production qui permet de comprendre finalement surtout pourquoi on a une augmentation de la durée moyenne, déformation de la structure de la production. Alors, ce qui est intéressant aussi, et là on le mentionne, mais c'est un point qui se retrouve d'une conférence à l'autre, on voit bien que ce sont les catégories d'emprunteurs les moins de 35 ans, voire les 35 à 45 ans, qui ont bénéficié, qui bénéficient toujours de ces durées les plus longues. Si on prend les moins de 35 ans, nous sommes à près de 89% de la production qui est à 20 ans et plus. Et donc, évidemment, ça se comprend puisque ce sont des catégories d'emprunteurs qui sont des catégories d'emprunteurs finalement à apport personnel plus faible, même si ce n'est pas toujours le cas. Ce sont des catégories d'emprunteurs qui ont besoin d'un coup de pouce supplémentaire pour solvabiliser leurs demandes et pour réaliser leurs opérations. Donc, on retrouve bien cette caractéristique, cette spécificité. Les jeunes sont ceux qui continuent à bénéficier des durées les plus longues. La crainte qu'on avait exprimée à la fin de l'année 2025, en janvier, est une crainte finalement qui s'est dissipée pour le moment. Peut-être, souhaitons que ce ne soit pas qu'éphémère. Finalement, les durées longues continuent à être servies sur les catégories d'emprunteurs qui sont les catégories d'emprunteurs qui font tout de même l'essentiel du marché, soyons clairs. Alors maintenant, il s'est passé beaucoup d'autres choses depuis le début de l'année. La première des autres choses, c'est un point qui avait attiré l'attention au fil des livraisons mensuelles de l'Observatoire. L'évolution des revenus des emprunteurs marque le pas dans un premier temps. Et puis au final, on s'aperçoit sur le premier trimestre que les revenus des emprunteurs ont reculé de 0,6% au glissement annuel. Il est clair que par rapport à l'augmentation de 2,4% en 2025, c'est un choc. Un choc surprenant, non, pas trop, il est vrai, pour beaucoup de raisons, deux grandes raisons. Tout d'abord, depuis le début de l'année, on va dire, et en dépit de la reprise de l'inflation, les augmentations salariales sont restées contenues. Et il est clair que si on raisonnait en termes de pouvoir d'achat, le début de l'année et l'ensemble de l'année 2026 vont connaître ce qu'on pouvait craindre, c'est-à-dire un recul du pouvoir d'achat de l'ensemble des ménages, dont un recul de pouvoir d'achat des emprunteurs. Et puis, deuxième évolution, qui est une évolution qui est aussi intéressante, c'est le ralentissement de la hausse du coût moyen des opérations réalisées. Certes, le coût moyen progresse toujours, 1,9% en glissement annuel au premier trimestre. C'est bien moins tout de même que ce que l'on a constaté en 2025. On le sait, on a derrière cela deux, trois causes, encore une fois.
Tout d'abord, on a un marché du neuf qui reprend de la vigueur. Et ce marché du neuf reprend de la vigueur avec une conséquence, on va le revoir, sur l'évolution du coût des opérations réalisées, parce que sa consistance se modifie. Ensuite, nous avons vu revenir sur le marché des catégories d'emprunteurs qui sont des catégories d'emprunteurs qui sont plutôt à revenus moyens, mais qui se retrouvent aussi sur des localisations géographiques qui ne sont pas exactement les mêmes que celles que l'on pouvait observer, par exemple, lorsque le marché reprenait beaucoup de vigueur au premier semestre 2025. Ça veut dire que derrière ça, il y a une forme quelque part un peu de relative bonne nouvelle, qui est qu'on a plutôt plus d'emprunteurs avec moins de revenus, plus jeunes, qui vont prendre des durées plus longues et qui sont moins, pas uniquement dans les zones métropolitaines, mais aussi les zones rurales. Donc, Tout à fait. derrière la baisse du revenu moyen, ça exprime aussi ce genre de choses. Bien sûr, mais il faut faire attention parce que ce n'est pas la même chose sur le marché du neuf et sur le marché Oui, de l'ancien. exactement. Et donc, là, nous sommes sur l'ensemble du marché et on va voir que quand on distingue neuf et ancien, on a des évolutions qui sont assez différentes entre les deux marchés. Et puis enfin, pour finir, l'évolution qui s'était déjà dessinée en 2025 se confirme. On a un recul de l'apport personnel moyen. Recul de l'apport personnel moyen parce que nous avons derrière une transformation des clientèles. Transformation des clientèles et puis aussi peut-être parce que finalement nous sommes arrivés au plafond de ce que les ménages peuvent mobiliser dans leur plan de financement. Ce qui signifie que finalement ce recul que l'on a sur une année, qui confirme ce que l'on avait vu en 2025, finalement, depuis 2023, se traduit simplement par une stabilisation de l'apport personnel moyen. Voilà, donc nous avons des évolutions qui sont des évolutions qui accompagnent ce que l'on avait commencé à appeler l'atterrissage du marché des crédits immobiliers. On l'avait vu se dessiner, soyons clairs, le ralentissement de la croissance de la demande, de la production, on l'avait vu poindre, puis se confirmer à partir du printemps, de l'été 2025. Avec un ralentissement, on va prendre le graphique de gauche, avec un ralentissement qui a tout de même été rapide finalement, puisque on est passé de taux de croissance, quand on prend le niveau trimestriel en glissement annuel, on s'aperçoit finalement qu'on passe de progression de 50% sur un an, ce que l'on avait par exemple au début de l'année 2000 ou au printemps de l'année 2025, à presque plus grand-chose au début de l'année 2026. Ce qui entraîne progressivement le taux de croissance annuel moyen de la production au niveau annuel glissant vers le bas, doucement. Nous passons d'un 40% de progression, on le voit graphiquement, sans rentrer dans le détail, à un niveau de progression de l'ordre de 20%. Alors, bien sûr, l'Observatoire Crédit Logement CSA, qui est en phase directe avec l'actualité des marchés, est en avance sur d'autres indicateurs, mais les autres indicateurs voient aussi la même chose.
hein. Là, on voit bien l'atterrissage. Voilà, la dernière publication de la Banque de France qui nous parle du mois de février nous donne la même chose avec, toujours pareil, 2-3 mois de retard par rapport à l'indicateur Crédit Logement CSA. Nous sommes bien donc sur cette phase d'atterrissage que l'on a évoquée depuis plusieurs mois déjà, qui se confirme maintenant, étant entendu qu'un atterrissage, ce n'est pas un retournement de conjoncture. C'est un affaiblissement des rythmes de progression qui peut nous amener soit sur une stagnation, soit sur une simple progression très lente. C'est important de bien préciser ça. Bien parce que là, sûr. on voit bien, ce qu'on regarde sur ces courbes, c'est bien la façon dont varie le marché en termes de glissement trimestriel et annuel. Bien Et sûr. on voit bien qu'aujourd'hui, en trimestriel en tout cas, il n'y a plus de progression. Ça ne veut pas dire qu'il est en train de baisser, simplement il ne progresse plus. Donc après, est-ce qu'on franchit cette ligne-là et qu'on va plus loin et que là on initie une baisse, mais ça on en parlera peut-être un peu plus tard. Et ça dépend du neuf et de l'ancien. Et là aussi, oui, c'est différent, j'imagine, entre le neuf et l'ancien. Ce n'est pas exactement la même chose. Vous allez nous éclairer là-dessus. Donc, résumons cela autrement. Si nous prenons la progression du niveau trimestriel glissant en glissement annuel, nous sommes sur 0,8% d'augmentation de la production. 0,8%. Je rappelle qu'il y a un an, à la même époque, nous étions en augmentation de 48,4%. Le nombre de prêts accordés, toujours pareil, c'est plus 4,7%. Il y a un an, nous étions à 52,8%. Là, il s'est bien passé quelque chose et on ne pourra pas aller dire que c'est simplement l'Observatoire Crédit Logement CSA qui n'est pas représentatif du marché, puisque même la Banque de France des chiffres de même nature, enfin, finit par dire la même tendances, chose. Oui. Voilà. Alors, après, nos progressions à deux chiffres, à 40 et 50%, bien sûr, de cette époque-là, étaient aussi le contre-coup d'un fond de la piscine des années avant qui était aussi particulièrement profond. Et donc, on avait un rebond qui était à due concurrence. Oui. Voilà, ce qu'on voit sur le graphique que je remets à chaque fois, l'indicateur, alors ici, le nombre de prêts accordés, qui nous montre bien où était le fond de la piscine et qui nous montre bien le temps qu'il a fallu pour sortir du fond de la piscine. Mais on voit aussi que la courbe est en train de s'aplatir. Nous voyons bien que nous sommes en train de ralentir. Et cela ne signifie pas, comme on le disait précédemment, que le retournement est en marche. Ça signifie simplement que, par exemple, si nous prenons la production au niveau annuel glissant, en glissement annuel à fin mars, nous sommes à 20,1% pour la production et à 26,7% pour le nombre de prêts. Rappelons que pour le nombre de prêts, ce qui est quand même, encore une fois, remarquable, c'est le renvoi sur le graphique qui est repris sur la diapo. Il y a un an, à la même époque, nous étions à plus 51,7% de la production en glissement annuel, du niveau annuel glissant. Voilà, bon, nous sommes donc sur une évolution qui ralentit. Le ralentissement trouve évidemment son origine et s'alimente des hésitations de la demande, et ces hésitations de la demande que toutes les enquêtes révèlent sans aucune exception depuis 6 mois. Que ce soit l'INSEE,
que ce soit la Banque de France ou que ce soit l'Observatoire des crédits aux ménages de l'ASF et de la FBF. Tous les observatoires nous disent la même chose, la demande de crédit, la demande, pas la production, la demande de crédit et les intentions d'achat immobilier des ménages marquent le pas, fléchissent, voire reculent, et on va voir autrement cela par la suite. Maintenant, soyons clairs, la production et le nombre de prêts ont retrouvé des couleurs depuis un an et demi. Pour autant, le chemin qui doit être fait pour retrouver ce qu'on connaissait avant, il est long encore, hein, puisque... On le voit bien sur le graphique, Tout à fait. On est sorti du trou, ça plafonne, mais on est très loin des niveaux qu'on a connus dans les années précédentes. On est encore loin. Voilà, si on prend le nombre de prêts, hein, à fin mars, on est quand même à 38% sous le niveau annuel moyen des années 2016-2019. Et si on prend la production, nous sommes à 47%, près de 45% sous le niveau d'alors. Et pourtant, dans le même temps, les prix, les coûts des logements ont continué à progresser. Donc ça signifie que nous sommes bien sur un choc qui est venu bouleverser l'économie immobilière et un choc qui n'est pas encore corrigé, loin s'en faut. Alors, marché par marché. Alors, le marché du neuf, tout d'abord. Alors, si on prend le coût des opérations, le coût des opérations au premier trimestre, toujours pareil, hein, en glissement annuel, 0,4%. L'année dernière, sur le marché du neuf, c'était une augmentation de 4,6%. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière cela? Eh bien, derrière cela, c'est évident, on pourrait dire, comme beaucoup ont été tentés de le faire, que finalement, ça montre beaucoup plus de prudence, beaucoup plus de raison, etc. Ou ça nous dit simplement que le marché s'est transformé. Hein. Qu'est-ce qui a redémarré, qu'est-ce qui continue à redémarrer dans le neuf? C'est la construction de maisons individuelles, accompagnée par l'extension du prêt à taux zéro. En revanche, qu'est-ce qui est plombé? C'est la promotion immobilière. Et il se trouve que les coûts des opérations en maisons individuelles acquises auprès de constructeurs sont bien inférieurs aux coûts des produits qui sont acquis auprès de promoteurs sur les grandes agglomérations la plupart du temps. Donc nous lisons cela ici. Et on voit aussi que de toute façon, dans le même temps, le niveau des apports personnels a reculé. Et fortement, puisque premier trimestre, moins 14,3% au glissement annuel. Nous étions l'année dernière à plus 9,4%. Bon, eh bien, nous avons ici l'expression du maintien, tout d'abord, des plus jeunes, les moins de 35 ans, qui sont conservés, portés à bout de bras, serais-je tenté de dire, sur le marché, par les offres des établissements bancaires, bien sûr. Et puis nous avons le fait que, dans le même temps, le marché s'est déplacé vers la construction de maisons individuelles avec l'effet prêt à taux zéro, et que les ménages qui arrivent avec ce prêt à taux zéro sont des ménages qui sont moins dotés en apport personnel que ceux qui arrivaient, par exemple, dans le secteur qui est le secteur de la promotion immobilière. Et on voit donc, histogramme de droite, que le début de l'année 2026 confirme que le poids des moins de 3 SMIC continue à progresser. C'est un
peu logique, va-t-on dire, puisque l'éligibilité au prêt à taux zéro, notamment, est une éligibilité sous condition de ressources, même si, en théorie, des ménages aux revenus plus élevés auraient pu en bénéficier, mais comme ils ne le font pas parce que c'est de la zone rurale, de la zone B2 et C, eh bien, on retrouve cette évolution sur les revenus, sur les âges, sur l'apport personnel et sur les coûts des opérations. Pour autant, ce qui est en train de se passer sur l'ensemble du marché se retrouve aussi sur le marché du neuf. Le rythme de progression de l'activité est très inférieur à celui qu'on constatait il y a un an à la même époque. Si on prend la production de crédit, plus 3,1%, l'année dernière, nous étions à plus 47,8%. Si on prend le nombre de prêts, plus 5,1%, l'année dernière, nous étions à 56,3%. Bon, le marché continue pour autant, le marché du neuf continue pour autant à progresser, même s'il a ralenti. Et nous sommes donc sur une augmentation au niveau annuel moyen et un glissement annuel de 21,6% pour la production de crédit et de 25,8% pour le nombre de prêts. Bon. Maintenant, comme pour l'ensemble du marché, eh bien, nous avons une activité qui a repris des couleurs, mais qui n'est pas revenue, loin s'en faut, à ce qu'on pouvait connaître durant les années 2016-2019. Alors, ce qu'on vient de voir ici sur le neuf, on le voit aussi sur le marché de l'ancien, mais autrement. Autrement, puisque niveau de l'apport personnel, là, il progresse. 3,2%. 3,2%, l'année dernière, il baissait, 6,5%. Pourquoi notamment? Eh bien parce que, à la différence de ce qui se passe sur le neuf, le poids des moins de 35 ans recule doucement et le poids des moins de 3 SMIC continue à baisser. Donc nous sommes ici sur un marché qui se comporte différemment. Il se comporte différemment. L'effet prêt à taux zéro, il ne se voit pas ici. En revanche, qu'est-ce qui se voit ici? C'est la montée des difficultés des ménages qui souhaitent réaliser leur projet immobilier. C'est donc l'arrivée sur le marché ou le renforcement sur le marché de la part des ménages à revenus moyens ou à revenus élevés. Et donc le marché se transforme. Nous voyons la part des secondo-acheteurs s'accroître, mais les primo-accédants ne reviennent pas, ne sont pas revenus, même si cela ne signifie pas qu'il n'y a pas des primo-accédants sur le marché. Cela signifie simplement que ce qui a porté en 2025 l'expansion du marché, c'est le renforcement des secondo-acheteurs, ce qui continue à porter le marché au début de l'année 2026, c'est le renforcement des secondo-acheteurs. Et sur le marché de l'ancien, il se passe la même chose, à une différence près, qui est une différence tout à fait remarquable. Bien sûr, le ralentissement se poursuit. Et surtout, sur le premier trimestre de l'année, en glissement annuel, la production de crédit à l'ancien recule. C'est la première fois depuis 2 ans. Moins 2,3% de recul. Je rappelle que l'année dernière, à la même époque, nous étions à 52,9% d'augmentation. En revanche, le nombre de prêts continue à progresser, beaucoup moins fortement qu'auparavant, bien sûr,
plus 10,9%. Alors, qu'est-ce qu'il faut lire derrière cela? Eh bien, il faut lire derrière cela le fait que, tout d'abord, nous avons des opérations qui mobilisent plus largement, plus fréquemment qu'auparavant, un nombre plus important de crédits. Il n'y a plus qu'un crédit majoritairement, il y a plusieurs crédits dans les plans de financement. On retrouve donc les pratiques qui sont les pratiques de montage des plans de financement que l'on pouvait voir dans les années 2022-2023 encore. Et puis, ça nous dit quoi aussi? Ça nous dit que de toute façon, comme les ménages qui sont les ménages qui reviennent sur le marché, qui sont sur le marché, sont des ménages à un niveau de revenu plus élevé, un peu plus élevé. Ce sont des ménages qui sont des ménages finalement moins fréquemment primo-accédants. Eh bien, cela signifie que ces ménages mobilisent un peu plus d'apports personnels qu'auparavant. Donc, ils recourent moins au crédit. Et donc, nous avons un premier trimestre avec une baisse de 2,3% de la production de crédit, alors que le nombre de prêts progresse. Bon, maintenant, l'évolution du marché en niveau annuel glissant est une évolution qui reste orientée, plus 20,9% pour la production, plus 41,7% pour le nombre de prêts. Mais là aussi, encore, aussi bien que ce que l'on a vu sur le neuf, que sur l'ensemble du marché, bien sûr, nous sommes très en retrait de ce qui s'est passé durant les années 2016-2019. Bon, voilà pour ce que l'on a vu. Et maintenant, les dernières nouvelles de demain. Alors, tout d'abord, la demande. Parce que le nerf de la guerre, c'est la demande. Et si je voulais me permettre, Jean-Marc, je citerai Lénine. Carrément. Carrément. Lénine nous disait, pour faire la révolution, il faut que deux conditions soient réunies. Il faut des conditions révolutionnaires et il faut des révolutionnaires. Là, pour que le marché des crédits évolue, il faut que deux conditions soient réunies. Il faut une offre de crédit, elle est là. Les conditions révolutionnaires sont toujours réunies. L'offre, les établissements veulent prêter, ils s'efforcent de prêter, etc. Et puis, les révolutionnaires, manque de chance, ils ne sont plus là. La demande fléchit, la demande est beaucoup moins nombreuse. Et pour couper court à toute discussion, serais-je tenté de dire, j'ai pris l'indicateur de la Banque de France. L'indicateur indiscutable. Indiscutable. L'indicateur de la Banque de France, trimestriel, nous donne la demande de crédit à l'habitat, perspective à 3 mois. La courbe en bleu, elle est belle, la courbe en bleu. Eh bien, nous voyons premier trimestre 2026, une chute. La chute se poursuit. La chute s'est amorcée encore une fois à l'été 2025. Il y a eu quelques rémissions au quatrième trimestre 2025. Mais le premier trimestre est un trimestre qui est un trimestre de baisse. Et quand on regarde l'indicateur de demande, cet indicateur de demande est au premier trimestre 2026 de 20% sous sa moyenne de longue période. Et je rassure tout de suite
tous les autres observatoires nous disent la même chose. Mais j'ai volontairement pris l'indicateur Banque de France, hein, mais on aurait pu prendre finalement l'indicateur de l'Observatoire des crédits aux ménages, qui, ASF, Fédération bancaire française, qui nous dit que pour le premier semestre de l'année 2026, les intentions de souscription de crédit immobilier sont au plus bas depuis 1989. 1989, non. Jean-Marc, je vous arrête. C'est pas pour le bicentenaire de la Révolution française, c'est la date de création de l'Observatoire. Donc Et on n'a puis, jamais vu aussi bas. Ouais. On et on retrouve aurait les niveaux pu, de l'époque. ben voilà, et on aurait pu prendre l'indicateur de l'INSEE qui est issu de son enquête de conjoncture auprès des ménages. C'est la même chose. Donc, nous avons une demande qui déjà avait été fragilisée au second semestre 2025 et qui, là, est fortement déstabilisée, ce qui peut se comprendre. Et on le voit bien, d'ailleurs, dans les modifications qui sont les modifications de consommation, de réaffectation de budget, qui sont consécutives à l'incertitude qui monte et puis au redémarrage de l'inflation. Mais ce qui se passe là, donc, accélère quelque chose qui était Qui déjà existait présent. déjà, Voilà. tout à C'est fait. pas complètement nouveau, mais ça l'accélère. C'est exactement comme le déclenchement de la guerre en Ukraine est venu Oui, rajouter du déséquilibre à un déséquilibre qui exactement. existait déjà. Mm. Et donc, finalement, que se passe-t-il? Les établissements bancaires, les établissements de crédit voient la même chose. Et en avril, pour le troisième mois consécutif, les banques maintiennent leur taux de crédit à 3,23%. Donc février, mars, avril, 3,23%. Alors il est clair que quand on regarde, la Banque centrale européenne, ce qu'on disait tout à l'heure, a maintenu ses taux de refinancement. Hein. Bon. Quand on regarde aussi, on s'aperçoit que finalement, le taux moyen de rémunération de l'épargne des ménages, géré par les établissements bancaires, recule doucement depuis un an. Hein. Et puis, en revanche, il y a, serais-je tenté de dire, qu'une exception. Je ne parle pas de l'OAT. Hein. C'est autre chose. Hein. Là, on parle du marché des crédits immobiliers et des coûts des ressources. Hein. En revanche, il n'y a qu'une exception, finalement. C'est l'évolution du taux d'usure de la Banque de France. Le taux d'usure de la Banque de France, finalement, il a diminué sur les prêts de 20 ans. Non, pardonnez-moi. Le taux d'usure de la Banque de France a diminué sur les durées qui sont les durées inférieures, mais sur les durées à plus de 20 ans, à partir du 1er avril, le taux a progressé. Il est passé de 5,13 à 5,19%. Donc c'est la seule exception finalement. Mais bon, en avril, nous avons une stabilité des taux, léger recul de la durée, mais un recul de la durée qui intervient finalement dans une transformation du paysage de mois en mois et de structure de la production, comme on l'a vu précédemment. Alors, au-delà, qu'est-ce qui va se passer, pense-t-on? D'abord, il est clair que la guerre au Moyen-Orient va affecter la croissance économique.
Le scénario qu'on retient, c'est une progression d'un peu plus de 0,7% du PIB en 2026, puis un redémarrage en 2027, un redémarrage tranquille, 0,9%. Ça signifie une remontée du chômage, bien sûr, en 2026, sans aucun doute. Et ça signifie aussi que cette évolution s'accompagne d'un regain d'inflation. 2% en 2026. 2% en 2026, l'IPCH. Hein. Ça signifie que, au-delà, le rythme de l'inflation va ralentir en 2027. Ralentir de combien? Comme le dirait la BCE, ça dépendra largement de la manière dont le conflit se résout au Moyen-Orient, et ça dépendra largement de la manière dont le réapprovisionnement en produits pétroliers et gaziers reprend. Bon, d'un autre côté, le redémarrage de l'inflation, ça a une conséquence que j'évoquais déjà tout à l'heure. Ça signifie que, compte tenu du fait que toutes les négociations salariales s'étaient faites sur la base des anticipations de l'inflation pour 2026, ça signifie que nous allons avoir un recul du pouvoir d'achat en 2026. En 2025, déjà, nous avions eu une faible progression de pouvoir d'achat, 0,2%. On s'attend pour 2026 à un repli de 0,2% du pouvoir d'achat. Bon, certes, ce pouvoir d'achat se ressaisira en 2027. Pour autant, l'évolution aura été là. Et du côté de la BCE, on pensait que c'était le scénario qui avait été présenté en janvier. On pensait une stabilisation du taux de la BCE en 2026 et d'une remontée, en revanche, à partir de 2027. Là, il est très probable que nous allons avoir une remontée du taux de la BCE vers la fin du printemps, hein, compte tenu de la pression qui est la pression inflationniste qui est en train de se renforcer sur l'ensemble des pays de la zone euro. Y aura-t-il une autre augmentation de 25 points de base en 2026? Pas évident, peu probable. Tout dépendra de l'arbitrage de la conférence des gouverneurs entre ralentissement de l'économie, auquel ils sont tout de même attentifs, quoi qu'on en dise, et puis pression inflationniste. Il est évident que si la question qui est la question du Moyen-Orient se réglait rapidement, il serait plus facile de ne pas remettre une couche de hausse du taux de la BCE. Sinon, on peut craindre qu'il y ait une seconde hausse du taux en 2026. Pour autant, nous ne l'avons pas intégré et nous considérons en revanche qu'il y aura une nouvelle augmentation des taux de la BCE en 2027 à partir du printemps 2027, 25 points de base encore, sans aucun problème. Tout ça a comme conséquence que les conditions de financement ne vont pas se desserrer facilement. Ça signifie donc les craintes que l'on pouvait avoir sur la fragilisation des emprunteurs, sur la montée des risques pour les établissements distributeurs de crédit. Cela signifie que tout cela se maintient dans le scénario à partir duquel on travaille. Donc, dans ces cas-là, nous ne bougeons pas sur l'évolution qui est l'évolution du taux moyen des crédits immobiliers pour
2026, nous étions à 3,22% au premier trimestre. Nous maintenons le 3,55 au quatrième trimestre. Alors pourquoi maintenir et pas? Tout simplement parce que si d'un côté, il y a augmentation du taux de la BCE, là où on s'attendait à une stabilisation du taux, d'un autre côté, nous avons une poursuite pour le moment de la baisse du coût des ressources d'épargne et à partir de là, nous avons un arbitrage qui peut se faire sur le marché, étant entendu que les établissements de crédit vont regarder avec prudence toute remontée des taux des crédits accordés pour ne pas briser un peu plus un marché qui est déjà très fragile. En revanche, en 2027, la remontée des taux des crédits immobiliers se poursuit et nous attendons dans le scénario à 4% de taux pour la fin de l'année 2027. Dans ces conditions, qu'est-ce qui Qui au final fait une hausse des taux relativement significative par rapport à ce qu'on vient de vivre là. On voyait tout à l'heure que Oui, bien sur un sûr. an, il y avait 15-20 points de base. Oui, Et tout le monde a beaucoup parlé de hausse des taux, mais au final, il y a 15-20 points de base. oui, Là, on est en train de parler plutôt de 30 points encore sur l'année oui. 2026 et peut-être potentiellement encore 40 points de 40 base. points de base sur l'année 2027, Tout à dans fait. un schéma de remontée progressive des taux de la BCE. Tout à fait. Donc, Avec tout de même, voyons bien derrière, euh, une partie des hausses qui sont les hausses qui étaient attendues dans des circonstances normales pour le mois de mars, puis pour le mois d'avril, hausse des taux des crédits, ces hausses ne sont pas intervenues. Et donc ça signifie que pour beaucoup d'établissements, il y aura des effets de rattrapage. Et ces effets de rattrapage, ils ne seront pas brutaux, ils seront dilués, mais ces effets de rattrapage se retrouveront d'ici la fin de l'année. Dans ces cas-là, on termine l'année en légère progression. Progression tenue par quoi? Progression de l'ensemble de la production de crédit immobilier tenue par quoi? Par un marché du neuf qui repart. Alors, certes, on ne fera pas 500 000 logements construits cette année, en 2026. On ne fera pas 400 000 non plus en 2027. En revanche, la construction destinée à l'accession à la propriété, dans un premier temps, puis à l'investissement locatif privé dans un second temps, donc 2026, 2027, ces augmentations vont venir alimenter le marché des crédits immobiliers. Et puis, deuxième élément qui va jouer pour expliquer cette augmentation globale, c'est l'augmentation des coûts des opérations. Parce que si le ralentissement se constate sur l'évolution des coûts, les coûts restent tout de même orientés à la hausse. Et cette hausse pour 2026 va rester aux alentours de 3-4%. Donc 3-4% de hausse sur des coûts avec une activité qui, au global, aura peu progressé sur le marché de l'ancien, une augmentation de l'offre de crédit sur le neuf, tout cela alimente l'augmentation que l'on mesure sur la production de crédit entre 2025 et 2026. Pour autant, par rapport à ce que l'on pouvait voir encore en janvier, par rapport au scénario que l'on présentait,
nous sommes 10 milliards sous le niveau de la production. C'est ça qu'il faut bien voir, effectivement. Il y a une progression. Il y a une Et quand on progression, mais reprend ce qu'on disait il y a 3 mois, c'est 10 milliards en tout dessous, à hein. fait. Une perte d'activité sur le marché de l'ancien essentiellement. Je ne parle même pas du marché des travaux qui, en termes de crédit immobilier, n'est pas un marché très important. Donc, une perte d'activité sur le marché de l'ancien, et puis une hausse de l'apport personnel, l'un et l'autre jouant pour expliquer ce recul de 10 milliards en 2026, puis en 2027. Mais au global, soyons clairs, en 2027, même si nous avons eu une progression globale de la production de crédit, nous serons tout de même, après correction des hausses de prix, à 25% sous les niveaux qui sont les niveaux qu'on pouvait connaître 10 années auparavant. Donc, encore une fois, et on le voit bien sur le graphique, encore une fois, nous avons une reprise. Cette reprise est là. Il n'y a pas un retournement de conjoncture. En revanche, il y a un affaiblissement, un atterrissage avec des conséquences sur les marchés immobiliers en tant que tels. Oui, effectivement, je crois que c'est important de relever ce que vous avez dit à l'instant. On pourrait se satisfaire de dire, quand on voit ce graphique, bah, finalement, on retrouve les niveaux qu'on avait il y a quelques années. On Ouais. oublie le pic de la comète C'est ce qu'on qu'on lit a sur connu en certaines. Ouais, 2016-2019. Oui, ça, c'est en milliards d'euros. voilà, Sauf que derrière, il y a le coût des opérations qui est pas le même. Et tout à quand on le fait. regarde là Les en localisations, volume d'activité, en localisation, on est bien en dessous de ce bien en qu'on a dessous. été et bien en dessous de ce qu'il faudrait être pour loger nos compatriotes. Ah, Tout à fait. si on en croit le ministre et le plan de relance à 2 millions de logements construits sur les années 2026 à 2030. Il s'est passé quand même un peu quelque chose là-dessus. Il y a eu, on en a parlé un peu plus. On a quand même un gouvernement qui pendant longtemps n'a pas mis l'immobilier au cœur de ses préoccupations. Là, on a eu ça, on a eu le statut du bailleur privé, alors, qui Ouais, n'est pas l'alpha et l'oméga pour investir, mais qui malgré tout ouvre un peu la capacité d'investissement. Donc il y a eu quelques signes tout à fait. positifs. Dans un contexte budgétaire qui n'est pas Sur le fabuleux, malgré neuf, tout, il y a eu des efforts sur le neuf. sur le Sur neuf. le neuf. C'est déjà ça. Bien. Bah, écoutez, voilà la conclusion un peu de cet observatoire du premier trimestre 2026. Je regardais le chat en même temps que le professeur Moi, faisait sa conclusion. Je n'ai pas vu de questions apparaître sur le chat. Il est encore temps si vous avez un bonjour. point que vous souhaitez commenter ou un point que vous souhaiteriez éclairer, n'hésitez pas. Ah voilà, Marion, merci. Bonjour. Est-ce que la comparaison est loyale, je pense? Loyale, je pense que c'est loyal. Quelle était la moyenne des taux entre 2016 et 2019? Est-ce que c'est bien loyal qu'il faut lire ou autre chose? Les courtiers disent que l'activité est en progression en début d'année. Ben, Alors peut-être que leur activité à eux est en progression parce que les banques font un peu plus appel à eux, mais ça ne traduit pas l'ensemble du marché, en aucun cas. sans aucun doute. Moi, je peux vous dire pour Crédit Logement, où on voit à peu près un tiers des demandes de financement et qu'elles viennent des courtiers, qu'elles viennent des banques. Enfin, là-dessus, il n'y a pas de biais courtier ou canal d'acquisition. On a vu clairement un début d'année très poussif, compliqué. Ensuite, un mois de mars et avril plutôt meilleur et un peu meilleur que la saisonnalité, parce que c'est toujours des mois qui sont plus élevés dans l'année que ce qu'on a. Enfin, voilà, dans la saisonnalité, le printemps est plutôt meilleur pour le marché de l'immobilier. Mais là, on a été un peu au-dessus de ça. Voilà, ceci étant, quand on déflate de ces petits effets, on est bien sur cette logique et cette vision de quelque chose qui atterrit et qui a du mal à progresser plus. Les taux en 2016-2019, bah, ils étaient plus bas qu'aujourd'hui, hein.
Si Mon on peut les graphique. reprendre, c'est le Ouais, on va alors, reprendre je vais le reprendre le graphique au tout graphique début pour répondre à la question. l'observatoire, comme ça sera plus facile à commenter. Et la réponse, Il est un peu là, plus bas, non, les taux? voilà, les taux étaient un peu différents, va-t-on dire. Il est clair aussi que la configuration n'était pas exactement la même, que le rythme de l'inflation n'était pas exactement le même non plus. Et donc, à partir de là, nous sommes sur des comparaisons qui sont des comparaisons qui sont un peu différentes. Bon, maintenant, s'il s'agit de dire que la production était plus élevée en 2016-2017 qu'aujourd'hui parce que les taux étaient plus bas, ce n'est peut-être pas cela non plus. Souvenons-nous qu'en 2016-2017, il n'y avait pas de resserrement de l'accès au crédit, que la recommandation du HCSF avant le HCSF, oui. n'était pas encore publiée, et qu'à partir de là, nous avions des établissements de crédit qui avaient élargi très rapidement, très fortement leur production de crédit en réduisant les exigences d'apport personnel et en permettant à des nouveaux emprunteurs d'accéder sur le marché. J'ai rappelé la fois dernière, d'ailleurs, que durant ces années, nous étions sur un nombre de primo-accédants qui était d'à peu près 150 000 unités, supérieur à celui qu'on a connu en 2024-2025. Et l'augmentation, et la baisse du nombre de primo-accédants, je ne prends que cela, que primo-accédants, ne s'explique pas par l'évolution des taux des crédits, mais s'explique par le niveau de l'apport personnel qui est exigé pour qu'il rentre sur le marché. Donc, on peut comparer les niveaux des taux actuels par rapport à ceux 2016-2019 en disant oui, mais c'est parce qu'alors les taux étaient plus bas. Non, certainement pas. C'est parce que les exigences d'apport personnel n'étaient pas exactement les mêmes. Maintenant, sur le premier trimestre de l'année, nous savons bien, et tout le monde l'a remarqué, qu'il y a un profil saisonnier très marqué sur le marché. En gros, pour simplifier, entre le quatrième trimestre d'une année et le premier trimestre de l'année suivante, le recul de production est à peu près, bon an, mal an, de l'ordre de 14%. Cette année, le recul de la production a été beaucoup plus marqué. Il a été 2 fois plus important. 2 fois plus important, et quels que soient les établissements de crédit. Quels que soient les établissements de crédit, j'insiste bien là-dessus. Donc, on se retrouve avec un premier trimestre, un début d'année 2026, qui n'est pas en évolution remarquable. Ce n'est pas un début d'année qui est en progression. Et d'ailleurs, la référence que l'on faisait tout à l'heure à la statistique mensuelle de la Banque de France montre que là aussi, nous avons un début d'année 2026 qui n'est pas en progression, mais qui est en repli. À une exception près, tout dépend, mettons ou non les rachats de créances dans la réflexion, parce qu'effectivement, ce que l'on a vu depuis le début de l'année, ce sont des intermédiaires qui ont forcé sur les rachats de créances, et donc qui ont sans aucun doute un volume d'activité
qui a largement bénéficié de ce gonflement artificiel. Mais est-ce une production qui est une production qui vient alimenter le fonctionnement des marchés? Non, pas vraiment, il est vrai. Est-ce une production qui vient alléger, comme cela a souvent été dit, écrit plus exactement, vient alléger la charge de la dette et améliore le pouvoir d'achat des ménages? Pas forcément, il est vrai, puisque quand on regarde qui bénéficie de ces rachats de créances, généralement, sont les ménages qui sont les ménages aux revenus les plus élevés, qui sont sur des milieux urbains, de grandes agglomérations, mais on trouve rarement ce mouvement sur les zones rurales. Voilà, donc je pense que sur la question de Marion, comme on dit, on a apporté des éléments de réponse. Alors, il y a une question complémentaire de Marion, mais qui est plus là sur Les banques ne vont pas la remonter façon dont les beaucoup taux leurs vont taux. remonter. On voit aujourd'hui, on est dans les 3,20, 3,25. Nous On sommes parle de d'accord. 3,55 en fin d'année. Ouais, Et le point que évoque Marion, c'est de dire que si elle comprend bien, elles ne vont pas remonter tout de suite leurs taux. Et ça, on est assez d'accord là-dessus, parce tout à fait. on va attendre que la BCE remonte. Et en plus, là, on est dans la phase de marché où les banques sont dans la compétition du printemps par rapport aux emprunteurs. Donc oui, les taux ne devraient pas remonter de manière linéaire, on va Brutalement. dire, entre maintenant et la fin de l'année. Ils devraient continuer à être un peu stables, à bouger un petit peu. Et la hausse, elle sera plutôt dans le deuxième semestre, hein. C'est plutôt ça qu'on présente ici dans l'Observatoire. Tout à fait. D'ailleurs, rappelons que sur les 2 premiers mois de l'année, avant le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient, la hausse des taux était à peu près de 3 à 4 points de base par mois. Oui. Voilà, donc 3 à 4 points de base par mois. Je fais un calcul de coin de table. Hein, 3 ou 4 3 fois. multiplié par 9, ça fait que, bah voilà, on se retrouve à la fin de l'année avec, Mais on risque de ne pas le faire de manière complètement linéaire. On va le faire de bah manière oui, bah voilà, un bah petit voilà. peu. Et puis, faisons bien attention aussi, il y a taux moyen, hein, ce qu'on avait expliqué lors de la dernière conférence, il y a le taux moyen, et puis il y a le taux des différents prêts qui sont accordés, des différentes durées. Et donc, on peut avoir une augmentation forte sur un type de durée, et puis une augmentation modérée sur un autre type de durée. L'un dans l'autre, cela vient modifier le rythme de progression du taux moyen, sans pour autant que cela signifie qu'il y a un gros choc sur l'évolution du taux moyen. On a une question de Fabien Ouais, qui reprend l'idée que les conditions de la révolution sont là, mais il manque de révolutionnaires, qu'on risque de ne pas avoir beaucoup plus de révolutionnaires bientôt dans le climat d'incertitude qui est le nôtre, et qui dit bah, finalement quelles actions, question pas facile, pourraient être envisagées au-delà de celles du sur 9, ouais. voilà, pour dynamiser la demande, pour monter le nombre de révolutionnaires. Ah bah, Comment on peut faire? comme l'aurait dit Lénine, hein, Faut reprendre les basiques là. voilà. Eh bien, dans ces cas-là, faut revenir sur l'organisation de la Révolution. Donc, on voit bien que, arc-bouté sur la recommandation du HCSF, la Banque de France ne veut rien entendre et rien toucher aux exigences en termes d'apport personnel. Si on veut régler la taille d'un marché, pour le marché des crédits immobiliers, si on veut donc modifier l'entrée sur le marché, sur quoi joue-t-on? Eh ben, on règle le paramètre qui est le paramètre de l'apport personnel. Si on relève l'apport personnel exigé, HCSF, le nombre d'entrants y chute. C'est mécanique tout ça. Si on veut augmenter le nombre d'entrants, on règle à la baisse l'exigence de taux d'apport. Et le nombre va remonter parce qu'on pourra faire re-rentrer dans le marché des catégories d'emprunteurs
qui ne peuvent pas y accéder. Et c'est un peu malheureusement ce qu'on voit depuis quelques mois, plusieurs mois déjà, notamment depuis l'automne dernier, depuis l'été 2025. On voit bien que les ménages qui sont les ménages qui ont été les plus affectés par la remontée des taux, ce sont les ménages qui étaient à la limite de l'entrée sur le marché et qui, à ce titre-là, étaient à la limite de la possibilité de solvabiliser leurs demandes. Pourquoi? Tout simplement parce que l'exigence d'apport personnel faisait que, de toute façon, ils ne pouvaient pas mobiliser l'apport personnel et qu'ils ne pouvaient pas non plus obtenir plus de prêts compte tenu de l'exigence, etc., etc. Donc, c'est encore une fois pas un niveau de taux, même si le niveau de taux vient bouleverser un petit peu la donne. Vient aider, mais c'est pas. Mais La clé principale n'est pas la là. clé principale, Mais il y a c'est peu le de taux chances d'apport. qu'on voit cette clé se mettre dans la serrure prochainement. Voilà. Bien, donc on va attendre pour avoir plus de révolutionnaires, camarade Fabien. Tout à fait, tout à fait. Et est-ce que la révolution viendra de BAL 4? Alors, sur BAL 4, il est certain que l'implémentation progressive là, qui est en train de se faire, c'est un peu le principe de la grenouille qu'on met dans l'eau tiède et puis on fait chauffer l'eau doucement et Ouais. la grenouille elle s'habitue à l'eau et puis elle finit par mourir sans s'en rendre compte. Et c'est un peu ça BAL 4 parce qu'il y a en langage technique il y a des phase in, on fait monter un certain nombre de curseurs pour passer de la situation actuelle à la nouvelle situation qui est, je le rappelle, le mandat de BAL c'était qu'il n'y ait pas d'augmentation significative des exigences de fonds propres et c'est absolument pas le cas qui se produit, et particulièrement sur le crédit immobilier. Je ne veux pas rentrer dans des chiffres très techniques, mais il y a une vraie révolution de cette augmentation progressive sur les exigences de fonds propres demandées aux banques sur le crédit immobilier. Alors tout n'est pas joué parce qu'il y a des discussions aujourd'hui pour à un moment peut-être reconsidérer cette montée en charge, et surtout à l'aune de ce que viennent de décider les Américains, qui est de ne pas mettre en œuvre certaines des mesures très structurantes Ouais. de BAL 3. Donc il y a quand même un vrai sujet sur lequel l'Europe doit se pencher. Mais en tout cas, donc, la messe n'est pas dite, mais en tout cas, le match n'est pas terminé. Mais en même temps, il est certain qu'à date, oui, ça conduirait, si rien n'est changé, à des exigences de fonds propres beaucoup plus élevées. Et ça, forcément, ça aura un impact sur la façon dont les banques considéreront leurs allocations de fonds propres, considéreront la répartition de leurs activités. Ça peut se traduire aussi par des augmentations de coûts du crédit, parce que les banques auront besoin de plus marger pour rentabiliser ces fonds propres supplémentaires, ce qui, au bout du bout, est le résultat qu'on pourrait avoir, mais qui n'a aucun sens, vraiment aucun sens, puisque tout ça serait censé couvrir le risque sous-jacent porté par les crédits immobiliers, Ouais. qui est extrêmement faible, qui est extrêmement bien géré, surtout en France, et qui en tout cas n'est pas en train d'augmenter à l'aune, à la mesure de ce que serait l'augmentation des exigences de fonds propres. Donc on est en train de si on fait ça et que ça va au bout, on va stériliser des fonds propres qui pourraient servir à d'autres choses, ou en tout cas ça va coûter plus cher. Donc effectivement, moi j'ai une opinion très, très mitigée, mais ça fait longtemps, sur BAL 4. Alors officiellement c'est BAL 3 finalisé, hein, ça n'est pas un BAL 4, même si vous avez raison de l'appeler BAL 4, tellement ça change les choses. Je pense quand même qu'aujourd'hui, dans le contexte qui est le nôtre, avec les positions qui peuvent être celles des Américains, j'espère, je souhaite qu'au niveau européen, on ait une réflexion pour reconsidérer un certain nombre de choses sur le sujet, et pas simplement, comme on l'a entendu quelquefois, oui, on va reconsidérer les règles de BAL 4, et ce qui se conclut à la fin par on va alléger quelques reporting. Ouais. Je crois que le sujet, c'est pas d'alléger quelques reporting, puis maintenant que les banques les font, c'est bon, elles les font, elles ont investi pour les faire, donc il n'y a plus de sujet. Par contre, il y a un sujet sur les exigences de fonds propres, effectivement. Michel? Oui, non, non. Oui. Non, pas de... Mais c'est vrai que c'est un sujet, effectivement, qui est un peu tendu, on va dire, au niveau du monde bancaire, et notamment français, et en particulier sur le
le crédit immobilier? La réponse est oui. La réponse est donc oui. C'est un peu long mon développement, mais la réponse Non. est oui. Y a-t-il un réel Alors risque Marion, y d'effet de a-t-il ciseaux? Oui. un réel risque d'effet de ciseau sur le niveau du taux d'usure si la remontée des taux est progressive? Ben même Si elle est sans. progressive, ça va. Non, mais même ce qu'on C'est voit. quand elle est brutale Ouais. qu'on a ce problème de tamponnement sur le taux d'usure. C'est ce qu'on avait eu la dernière fois. Ouais. Ça peut plus inquiéter les gens qui s'occupent de crédit conso, hein. Et je crois qu'ils ont déjà des questions autour de ça. Après, ce qu'on peut, si la remontée est progressive, bah, les choses convergeront. Et puis, on peut imaginer que s'il y a besoin de remettre en place une mesure de mensualisation du taux d'usure, ça sera fait plus rapidement et plus facilement que la dernière fois où ça avait été quand même une grande bataille pour passer du trimestriel au mensuel. Je pense que maintenant, les systèmes informatiques de la Banque de France doivent être prêts et ils seront, je pense, ils le feront si c'est nécessaire. Mais moi, je ne suis pas très inquiet sur ce tamponnement. Peut-être vous, Michel, non? Non, mais Non. on voit d'ores et déjà, de toute façon, un certain nombre de dossiers qui sont des dossiers qui sont plus difficiles Alors, sur certains dossiers, à oui, on faire a à passer, la frontière, oui. voilà, parce que même si les taux, même si le taux moyen est resté stable, même si un certain nombre de produits phares voient leurs conditions finalement s'améliorer un peu, pour autant, on voit que une partie de la production est à la limite du respect du seuil d'usure qui est aujourd'hui publié à partir du 1er avril. Non, mais c'est vrai qu'à la marge, ça peut jouer. Ce que je voulais dire, c'est qu'on n'a pas Ouais. le même effet de choc Non. que celui qu'on a vécu la dernière fois, où là, on a vraiment les deux courbes qui se sont complètement tamponnées. Oui, et Mais puis, là, ça peut venir tangenter pour certains crédits. et là, comme vous le dites, Jean-Marc, de toute façon, les uns et les autres sont prêts. Oui, aujourd'hui, je pense que. Donc, moi, je pense que pas trop d'inquiétude sur Ouais. ce sujet. Non, le dernier point n'est pas une question, mais un remerciement. Eh ben, merci beaucoup, Merci et bonne beaucoup et journée. bonne journée. Et effectivement, s'il n'y a pas d'autres questions, bah, c'est aussi ce qu'on va vous souhaiter. fait. Une bonne journée, une excellente fin de semaine, un excellent printemps. Et on reparle de tout ça dans 3 mois pour la prochaine conférence de l'Observatoire. Mais vous avez aussi toutes les publications mensuelles, hein, qui vous permettent de suivre Tout les à points fait. d'étape intermédiaires. Donc n'hésitez pas à vous y abonner et à les consulter. Merci Michel et Ben, je bonne vous en journée prie, et puis à à tous et à bientôt. toutes. Et à très bientôt.